Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président sortant Azali Assoumani a été réélu avec 62,97% des voix. La Commission électorale nationale indépendante des Comores a confirmé sa réélection ce mardi 16 janvier. Des investisseurs internationaux et du Golfe sont à la recherche de nouvelles licences en Égypte pour investir dans les énergies renouvelables. Une enveloppe de 6 milliards de dollars pourrait être destinée à ce projet d'énergie propre. Le Cap-Vert est désormais exempt de paludisme selon l'Organisation mondiale de la santé. Avec cette certification, le pays peut concentrer sa lutte sanitaire vers d'autres fronts cruciaux, notamment pour la dengue. La Commission électorale nationale indépendante des Comores a annoncé ce mardi 16 janvier la réélection du président Azali Assoumani pour un 4e mandat, le 3e consécutif depuis 2016. Le président sortant a été réélu avec 62,97% des voix. Cette victoire est dénoncée par l'opposition qui parle de fraude électorale et de bourrage des urnes. Des émeutes ont ainsi éclaté dans les rues de Moroni, la capitale, en signe de protestation. Les détails avec Nathalie Mo. Des manifestations se sont amplifiées le 17 janvier 2024 dans la capitale de l'Union des Comores, Moroni, suite à la publication des résultats de l'élection présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante comorienne a annoncé la réélection pour un 3e mandat du président Azali Assoumani le 16 janvier 2024. Avec un score de 62,97% des suffrages exprimés, le chef de l'État a réalisé son ambition électorale, celle de remporter dès le premier tour la présidentielle. Vous venez à nouveau de m'accorder votre confiance en me reconduisant à la magistrature suprême de notre pays dès le premier tour avec mes collaborateurs, les 3 gouverneurs des 3 îles. Le 14 janvier 2024, 16,30% des plus de 340 000 électeurs appelés à voter ont effectivement pris part au scrutin. Une faible participation qui dénote l'adhésion de l'électorat à l'appel au boycott lancé par une frange de l'opposition. Face à la mobilisation populaire, le gouvernement parle d'émeutes orchestrées par les partis de l'opposition. Les autorités ont répondu avec fermeté aux manifestants, dispersant la foule à l'aide de gaz lacrymogène. Nous avons bien compris qu'on n'allait pas aux élections, mais qu'on allait assister à une scène de mascarade et qui entache malheureusement tout le processus électoral. Il y a eu une violation du vote souverain du citoyen comorien. Il y a eu une violation du choix des Comoriens sur l'homme qui devrait les conduire à la gestion des affaires du pays pendant les prochaines années, les 5 prochaines années. Nous rejetons catégoriquement ces élections. Nous rejetons, mais vraiment en totalité, les résultats. Le président Azali Assoumani a été élu président en 2002, 2016 et 2019. Cette réélection devrait le maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. Les résultats doivent encore être validés par la Cour suprême, plus haute juridiction du pays. Du côté de l'opposition, aucun recours en contentieux électoral n'a encore été déposé, malgré des accusations persistantes de fraude et de bourrage des urnes. Lors des assises sénégalo-marocaines de la décentralisation tenues à Dakar, la capitale sénégalaise, du dimanche 14 au mercredi 17 janvier, des élus et experts ont partagé des expériences et ont émis une série de recommandations. Il a été convenu d'instaurer un fonds conjoint destiné aux collectivités. L'objectif est d'investir dans le capital humain, mais aussi d'unifier les stratégies de développement régional. Les détails avec Catherine Gombe. Les élus et experts marocains et sénégalais ont partagé du 14 au 17 janvier 2024 des expériences de bonnes pratiques locales sanctionnées par une série de recommandations et convenu de l'urgence d'instaurer un fonds conjoint destiné aux collectivités territoriales décentralisées. C'était à l'occasion des assises sénégalo-marocaines de la décentralisation, un projet initié en 2006.
Ces assises se sont tenues sous le thème « Ensemble, les collectivités territoriales tracent la voie d'une coopération décentralisée Sud-Sud, empreinte d'innovation et de progrès ». On sait que le Maroc est une référence en matière de décentralisation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a invité pour venir partager avec vous votre expérience et vous faire part de nos acquis. Les travaux clôturés par la lecture de la déclaration de Dakar ont donné lieu à la recommandation principale d'institutionnaliser ces rencontres à travers une périodicité intégrée dans les agendas des organisations, des collectivités territoriales et des ministères en charge de la décentralisation des deux pays. Il s'agit pour les signataires de mettre en place un espace et une plateforme favorable au développement d'actions de coopération décentralisée en établissant des relations durables. Il y a beaucoup de domaines qu'on peut faire des échanges, par exemple l'expérience de la décentralisation. Comme vous voyez, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et aussi, il y a pas mal d'expériences, par exemple, dans la collecte, les déchets, l'énergie. Selon le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires sénégalais, de 2015 à 2020, le pays, à travers 69 projets cofinancés par d'autres partenaires, comme le Japon, a bénéficié d'un montant total de 1 467 677 550 francs CFA au profit de 25 communes et 11 départements du Sénégal. Un partenariat avec le royaume chérifien pourrait davantage contribuer à relever le potentiel infrastructurel du pays. Une enveloppe financière de 6 milliards de dollars pourrait être investie dans des projets renouvelables en Égypte. Des investisseurs internationaux et du Golfe ont manifesté leur intérêt pour obtenir de nouvelles licences pour la réalisation de ce projet. Un sujet de Philomène Tine. Afin de répondre à sa demande croissante d'énergie tout en exportant de l'énergie verte, l'Égypte se tourne vers les sources d'énergie renouvelables. Outre le solaire et l'éolien, le pays veut devenir la plaque tournante de l'hydrogène et de ses dérivés en Afrique. Ainsi, le pays maghrébin ne manque pas de susciter l'intérêt des investisseurs internationaux. C'est dans ce contexte qu'il a reçu des demandes d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars de ses bailleurs de fonds pour l'obtention de nouvelles licences d'investissement dans des projets d'énergie renouvelable. L'attractivité énergétique de l'Égypte repose sur trois piliers fondamentaux que sont. Tout premier est le fait que ce pays dispose d'une irradiance solaire exceptionnelle du fait de son positionnement géographique. En deuxième point, le marché interne attire les investisseurs lorsque l'on a un taux de couverture de 100%. Et le troisième point est relatif aux ressources humaines. Selon le ministère égyptien de l'énergie, le coût des projets d'énergie renouvelable actuellement développés par le secteur privé en Égypte s'élève à 4,4 milliards de dollars et ces projets porteraient la capacité totale installée d'énergie renouvelable dans le pays à 10 000 MW d'ici 2025. À l'évidence, ces investissements permettront à l'Égypte de répondre à sa demande croissante énergétique et de se donner les moyens opérationnels de répondre à la grande sollicitation en termes d'exportation d'énergie verte. Il convient de savoir que la motivation de ces investisseurs pour accompagner l'Égypte dans son projet d'énergie renouvelable, c'est une motivation qui repose sur des objectifs fiables et des objectifs réalisable pour que ce pays puisse atteindre les 42% de part d'énergie renouvelable d'ici 2035. Par ailleurs, l'Égypte compte produire 42% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2035. L'objectif est que l'éolien puisse fournir 14%, l'hydroélectricité 2% et le solaire 25%. La lutte contre le paludisme a eu de belles performances au Cap-Vert. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le pays exempt de paludisme le vendredi 12 janvier dernier. Cette certification devrait permettre aux autorités capverdiennes de s'investir sur d'autres fronts sanitaires, notamment la lutte contre la dengue, en utilisant les systèmes de contrôle du paludisme. Catherine Goumbey.
Le vendredi 12 janvier 2024, le Cap-Vert, un archipel de l'océan Atlantique, est devenu le 3e pays d'Afrique à être officiellement déclaré exempt de paludisme. État insulaire d'environ 500 000 habitants, le Cap-Vert est le premier pays d'Afrique subsaharienne à être reconnu par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme ayant complètement éliminé le paludisme depuis 50 ans. J'ai le grand plaisir d'annoncer que sur les conseils du groupe consultatif technique de l'OMS sur l'élimination et la certification du paludisme et du groupe consultatif de l'OMS sur les politiques en matière de paludisme, j'ai certifié le Cap-Vert exempt de paludisme. Le Cap-Vert rejoint ainsi le rang des 43 pays et territoires qui ont éliminé la maladie. C'est le 3e pays africain à rejoindre la liste avec l'île Maurice et l'Algérie qui ont été déclarés exempts du paludisme en 1973 et 2019 respectivement. La charge de morbidité du paludisme est la plus élevée sur le continent africain qui en 2021 représentait environ 95% des cas de paludisme dans le monde et 96% des décès qui y sont associés. La sécurité publique est importante, bien sûr, mais la sécurité sanitaire est également très importante et cette certification peut ajouter de la valeur au tourisme au Cap-Vert et à la qualité du Cap-Vert en tant que destination touristique. L'Organisation mondiale de la santé a tenu à rappeler qu'avant les années 1950, l'archipel connaissait régulièrement de graves épidémies, toutes les îles étant affectées. Le pays a réussi à éliminer cette maladie vectorielle en 1967 et en 1983 grâce à la pulvérisation d'insecticides, mais des erreurs ultérieures ont permis à la maladie de réapparaître. Le dernier pic a été enregistré à la fin des années 1980. Les autorités nationales indiquent que l'élimination de la maladie est devenue un objectif national de santé au Cap-Vert en 2007 et a donné lieu à un plan stratégique entre 2009 et 2013. Et maintenant, notre page sport avec José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Aïssatou. On commence par la Coupe d'Afrique des Nations. En Côte d'Ivoire, nous avons bouclé le premier tour dans chaque groupe. Et avant de voir les résultats du groupe F, un détour dans une fan zone. Oui, exactement. À Koumassi, Aïssatou, le public est présent et les commerces battent leur plein. Reportage de nos envoyés spéciaux. À la fan zone de Koumassi, c'est environ une vingtaine de petites et moyennes entreprises qui sont installées ici. Très bonne initiative de la part de Cocan d'avoir organisé cet espace-là pour nous les vendeurs surtout parce que ça nous permet de rentabiliser. Entreprendre en Côte d'Ivoire, c'est le défi que s'est lancé Tidiane, jeune entrepreneur ivoirien vivant en Europe. L'opportunité que son pays accueille la Cannes était trop belle pour passer à côté. On cherchait un village Cannes pour ouvrir, puisque c'est un nouveau truc. J'ai envoyé ça de l'Europe. C'est un truc qui existait déjà là-bas. Comme j'ai appris qu'il y avait la Cannes, j'ai dit pourquoi ne pas entrer et proposer ça aux gens. Et quand j'ai vu l'idée de l'Agora ici, je me suis dit que ça pourrait bien marcher. On s'est présenté, Dieu merci, on nous a acceptés. La Cannes, bien qu'étant un événement sportif d'envergure, est aussi une occasion pour les entrepreneurs soit de développer ou d'accroître leur activité. Un point sur les résultats avec les deux matchs du groupe F. Exactement. D'abord Aïssatou, le Maroc qui n'a eu aucune pitié pour les Tanzaniens. 3-0, les Lions de l'Atlas démarrent très fort et démontrent qu'ils ne sont pas venus en touriste en Côte d'Ivoire. But signé Romain Saïst, Zedine Ounaï et Youssef Neziri. Le second match qui s'est soldé sur un match nul, un but partout, un match avec assez terne quand même. Nous attendions mieux de la part des Léopards de la RDC. Les Chipolopoulos de la Zambie ont ouvert le score à la 23e grâce à King Kangwa. Et 4 minutes plus tard, c'est Yohan Wissa qui égalise pour le Congo. Au classement de ce groupe F, eh bien, sachez que le Maroc est en tête avec 3 points. Au deuxième ex-aequo, le Congo et la Zambie. Et à la 4e et dernière place, la Tanzanie avec 0 points. Les affiches du jour maintenant avec les équipes A et B qui remettent ça. Exactement. Donc pour le A, à 15h, 14h GMT, les deux Guinées, Guinée équatoriale contre la Guinée-Bissau. Un match qui sera très passionnant à vivre. À 18h, 17h GMT, Côte d'Ivoire, Nigeria. Grosse rencontre aussi. Et puis à 21h, ce sera 20h GMT, Égypte-Ghana. Deux équipes qui vont tenter de se racheter par rapport à leur premier match. Et puis, côté ivoirien, Max Alain Gradel et son expérience dit comment il voit l'aventure de cette CAN à domicile en Côte d'Ivoire. Il est important de ne pas trop vite s'emballer
parce qu'on a un groupe avec beaucoup de jeunes joueurs. Il y a beaucoup qui vont découvrir la CAN pour la première fois. Donc il ne faut pas trop vite leur mettre la pression et il faut aller tranquillement. Et ne pas être prêt avant ou après, mais être prêt au bon moment. On est chanceux d'être ici. Et les joueurs que le coach a choisis pour mener cette mission aussi importante. Donc à nous de savoir saisir cette chance-là, cette opportunité-là et de tout donner. Côte d'Ivoire, Nigeria, le Nigeria qui a concédé le match nul contre la Guinée équatoriale lors de son premier match. Écoutez ce que nous dit l'ex-entraîneur des Super Eagles, Gernot Rohr, à propos de cette rencontre. L'équipe du Nigeria, malgré son gros potentiel, n'a pas réussi à s'imposer devant la Guinée équatoriale. Malgré toutes les occasions qu'ils se sont créées, les Super Eagles n'ont pas réussi à marquer un deuxième but. Même Osimhen avait la possibilité de le faire et manquait un petit peu de précision. Et ses partenaires également. Lorsqu'on manque d'efficacité, il est difficile de gagner des matchs. Et le problème actuel de cette équipe du Nigeria est bien ça. On domine, on a des occasions, on n'arrive pas à concrétiser. Et à présent, José, une information sportive moins joyeuse. L'international sénégalais Cheikhou Kouyaté a perdu son papa. Oui, c'est le milieu de terrain justement de la sélection Cheikhou Kouyaté qui a été autorisé par l'équipe à assister aux funérailles de son père. Le décès du père de Cheikhou Kouyaté qui est intervenu mardi 16 janvier à Dakar. Et les funérailles se sont tenues ce mercredi 17. La Fédération sénégalaise de football a présenté ses condoléances les plus attristées à Cheikhou Kouyaté. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.